impossible que face aux menaces sur la République, aux menaces sur les libertés, au pillage organisé par ce pouvoir des ressources de notre pays, et il est inadmissible que groupes comme le J13 se taisent et fassent des clins d'œil à ce pouvoir. C'est complètement inadmissible. Nous avons réaffirmé notre ligne dans ce sens, et puis très bientôt nous allons revenir dessus. Vous avez vu quand même que nous n'avons aucune raison de faire autrement avec les interdictions de nos meetings dans le Nord et consorts. Écoute, on n'a pas le choix. On dirait que le groupe G13 a été émoussé un peu, non? Non, pas du tout. Non, mais dites-nous, honorable. Le groupe ne s'est pas émoussé. Voilà. Est-ce que on va toujours rester un peu avec le groupe G13? Est-ce que l'autre sujet qui divise le G13 ou qui va davantage diviser sans doute, ce n'est pas celui du choix du candidat pour les élections présidentielles de 2011? Pas du tout. Ça ne nous divisera pas. Je ne veux pas m'éterniser dessus. Mais on voit, vous n'avez sans doute... Ça ne nous divisera pas. Vous n'êtes pas membre, je suis membre. Je dis, ça ne nous divisera pas du tout. Mais le G13 n'est pas formé pour choisir un candidat à la présidentielle. Non, le G13 est formé parce qu'il y a des dérives dans notre pays. Le premier objectif du G13, c'est de faire partie d'Ali. Un point très. Oui, mais le principe n'est pas encore adopté, le principe d'un candidat au G13. Pourtant... On n'a pas formé le G13 pour avoir un candidat. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Je dis qu'on n'a pas formé le G13 pour avoir un candidat. On a formé le G13 pour lutter contre les dérives du pouvoir actuel. Et que, dans ce sens, puisque ça continue jusqu'à maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui à nous, c'est de nous organiser. Derrière tel ou tel candidat ou pas, pour faire partie, pour que ça change réellement dans le pays. C'est ça. Oui, tel ou tel candidat, c'est surtout sur ça qu'on dirait que vous ne vous entendez pas, ou visiblement, c'est pas ce qu'on voit. Bon, dites-nous, honorable, on saurait vous recevoir, puisque vous ne voulez pas vous prononcer quand même en détail sur... Je me suis prononcé, je ne sais pas ce que vous voulez, pourquoi vous voulez me faire perdre du temps sur ces choses-là. Je vous ai dit que le G13 n'est pas formé pour choisir un candidat. Mais vous estimez... Parlons à présent d'une chose que vous allez sans doute aimer, le maire Clément Yolonfon, qui se trouve toujours en prison. Où en est aujourd'hui le dossier? Non, je voudrais d'abord que ceux qui nous écoutent comprennent ceci. La politisation à outrance de notre justice. Je voudrais d'abord, comme vous m'avez parlé de la question de Yolonfon, je vais vous dire, vous savez, lorsque nous avons fait nos marches de Porte-Nouveau, après celle de Dangbo, le procureur de la République est intervenu publiquement pour donner le top. Il était comme un chef de parti. Dès qu'il a fait son intervention, la meute FCBE et de la mouvance s'est déchaînée sur toutes les chaînes du Bénin pour dire un certain nombre de choses. C'est dans ce sens que moi j'étais intervenu chez la radio Topa après l'intervention du ministre Topanou. Nous avons voulu faire un débat contradictoire sur la question. Il s'est débiné au dernier moment. Je voulais dire un certain nombre de choses. Je confirme devant votre micro que l'arrestation du maire de Dangbo est bel et bien politique, pour les raisons ci-après. 1. L'implication personnelle du ministre Topanou. Vous savez, il s'est fait que, je ne savais pas, c'est dans cette affaire que je l'ai compris, que Topanou est un chrétien protestant méthodiste. Que le maire de Dangbo et ses deux adjoints sont des chrétiens protestants méthodistes. Quand Topanou préparait cette affaire avec les conseillers FCBE de Dangbo, ils étaient tellement contents quand ils venaient, ils parlaient. Il y a un parmi eux qui a trouvé que le ministre Topanou était en train de préparer une sorte d'imposture à Dangbo. Il est venu dire au maire, écoute, nous sommes tous des protestants, ce que les gens s'apprêtent à te faire est dangereux, je te conseille, avec tes adjoints, nous sommes tous de la même confession, que vous allez trouver les responsables au niveau national du protestantisme pour intervenir dans cette affaire. C'est ainsi que le maire et ses deux adjoints ont rencontré le pasteur Topanou Richard, qui est le propre frère de Topanou, du ministre Topanou. Et ceci, bien avant le déclenchement de cette affaire. Donc, ça veut dire que le ministre Topanou est à la base de l'affaire.
c'est le ministre Tokpanou en tant que ministre de la Justice qui a tout organisé. Il ne peut pas se débiner de ça. Un. Deuxièmement, dans l'intervention du procureur, vous savez ce que c'est que le procureur général. Un procureur, c'est celui qui représente le peuple, c'est celui qui représente le pouvoir, c'est lui qui représente les populations devant la justice. Lorsque le procureur à Moussou, comment il s'appelle? Le procureur général. Le procureur général à Moussou est venu au téléphone, il a dit des choses... à la télévision il a dit des choses extrêmement graves. Parce que quand un homme de cette espèce, de ce niveau, est chargé avec ses prérogatives, avec ses responsabilités, vient à la télévision s'adresser au peuple et soit obligé de mentir, je crois que c'est extrêmement grave. On ne peut plus avoir confiance en lui. Ça veut dire qu'il y a un danger pour notre justice. Parce que lorsqu'il est venu, il a dit ceci. Il a dit que si l'affaire a été correctionnalisée, que ça, c'est parce que le jour où le procureur à Rifon a connu de l'affaire, il n'y avait pas de juge d'instruction. Mais c'est extrêmement faux. Extrêmement faux. Moi, ce n'est pas la honte que j'ai une colère, d'abord une honte, et puis je mesure le danger qu'un homme qui a ses prérogatives, qui a ce niveau de responsabilité, puisse venir à la télévision pour mentir. Parce qu'il disait que ce jour-là, c'était le 17 septembre 2009, quand le procureur de la République de Porto-Novo a connu de l'affaire, il n'y avait pas de juge. Je dis qu'il a menti et que c'est extrêmement grave. Et qu'il a des comptes à nous rendre, à rendre au peuple béninois. Parce que j'ai devant moi, je peux vous en laisser copie, le calendrier de départ en congé au titre de l'année 2009 du personnel magistrat du tribunal de première instance de Porto-Novo, à l'exception du parquet. Je prends 1. Nom et... Allez-y. Nom 1. Marie-Madeleine Domingo Adjanian. Période de congé 17 août 2009 au 15 septembre 2009. Reprise. Elle a repris le 16 septembre 2009. 2. Abd Galeb Chabi Mama. Il est parti en congé et il est revenu le 15 septembre 2009. Il a repris le 16. Je m'arrête là. 16-2 là. Il y a encore un autre, mais lui, Gaston Orugado. Mais lui, il est juge du siège. Mais les deux premiers sont des juges d'instruction. Et le jour, pour connaître de la paix. Non seulement non seulement le 16, ils ont pris service, mais le 17 dont on parle, je confirme qu'il y a un juge là. Donc, le procureur à Moussou a menti. Il a menti au peuple. Il doit nous dire pourquoi, pour justifier de l'arrestation, de la procédure, de ce détournement de procédure, il a dû mentir au peuple béninois. C'est inadmissible. Pour un homme de sa responsabilité, c'est inadmissible. Ça c'est un. C'est ça qui a détournement de procédure. Je dis que l'arrestation du maire de Dangbo est politique. En comparant cette arrestation à l'affaire du maire de Savè. Dans le cas du maire de Savè, j'ai le rapport ici, rapport complet de la commission d'enquête dépêchée à la mairie de Savè pour vérifier les faits de fraude lourde reprochés au maire. Dans la procédure des lois sur la décentralisation, lorsqu'un maire commet une faute lourde, il y a donc alors il y a une commission départementale qui se réunit, qui débat de la question.